Salut à toutes et à tous. Ah ouais, je dis toujours à tous, Ouais, donc une ce soir, j'ai dit à toutes aussi. liaison dangereuse. Et oui, mais c'est passé. Heureux de vous retrouver pour le talk show du FosCM.fr. Autour de la table, Romain Canucci est avec nous. Salut Romain. Salut Seb. Un petit nouveau sur le talk? Non, ça va, je rigole. Slim Anayen est là aussi également. Ouais. Salut Seb. Mon remplaçant heureux. naturel quand C'est je ça. suis pas ça, quand je suis pas là. Là, cette Bim. fois-ci, c'est Dounia qu'on remplace au pied levé. Voilà. Mais tu vas être bon consultant, je le sais. Ouais, j'espère. L'expertise, les OM au Ton café. remplaçant naturel quand tu... C'est-à-dire que les dernières émissions, moi je fais du tennis moi, en C'est- fait. Normalement, Non, ça va. c'est mon remplaçant. Ça passe à Après, côté. quand je suis pas là et que Slim n'est pas disponible, il y a bien évidemment le présentateur vedette de Virage Marseille qui sait parfaitement faire le boulot. Et on a Anthony Siki, l'entraîneur de Istres en National 2, avec nous aussi sur le plateau ce soir. Salut Anthony. Bonsoir et merci pour l'invitation. Une première. C'est ça, Il va falloir te faire de la place parce qu'ils parlent les deux là. En fait. y a pas de problème. Non, Donc, mais c'est super d'avoir Anthony sur le plateau. C'est des filiations. Tu sais, on passe de génération parce que quelque part, tu as connu un de nos consultants entraîneurs emblématiques, Bernard Rodriguez, que tu avais, toi que tu as connu, qui était un de ses joueurs à l'époque à Istres. Maintenant, tu es entraîneur d'Istres. Tu vois, nous on est pareil, par contre, ça bouge pas. Il était consultant au talk. Maintenant, on l'embrasse. Il vient nous rendre visite quand il passe du Maroc et tu es là à sa place. Exactement, Ber, c'était l'adjoint de Jean-Louis Gasset Mm. à Istres en Ligue 2 et ceux qui m'ont lancé dans le grand bain. Donc c'est quelqu'un que j'oublie pas, qui est important pour moi. Donc voilà, une petite bise du Maroc. On l'embrasse. On l'embrasse. Allez, on rentre tout de suite dans la première partie de cette émission. Faut-il croire à la thèse de l'accident? C'est un petit peu ce qu'a expliqué Roberto De Zerbi en conférence de presse. Je vous propose de l'écouter, comme ça on en débat après. No, è stata una settimana difficile perché abbiamo perso e tutte le settimane che seguono una sconfitta sono difficili. Alors, ça a été évidemment une semaine difficile puisqu'on a perdu. Donc, toutes les semaines qui suivent une défaite sont difficiles. Mais après, il faut voir les choses et le match de manière objective. Nous, on est encore dans une phase de construction. C'est vrai qu'on a bien commencé la saison, mais voilà, on doit encore continuer à nous construire, à bien définir notre jeu, notre aussi équilibre, notre stabilité. Et voilà, je pense qu'on a fait 2 matchs complètement différents entre le match de Lyon et le match de Strasbourg. Mais voilà, la construction, ça passe aussi par ces moments difficiles, par ces matchs comme celui de Strasbourg, même si, encore une fois, je le répète, évidemment, c'est dur. Romain, Mhm. qu'est-ce que tu penses de la déclaration de notre Roberto De Zerbi national? Un peu plus loin sur ce qu'il dit, moi j'ai envie d'y croire à cette thèse de l'accident. Il n'y a pas de raison, mais on sera fixé déjà par la composition d'équipe aussi. Parce que, si c'est un accident, on n'a pas accès au constat, savoir où sont les torts. Est-ce que c'est du 2 tiers, 1 tiers ou autre? J'ai quand même l'impression que le fait de dire ça amène aussi le fait que lui se soit trompé dans sa compo, ce qu'on a dit nous sur ce plateau, et c'est pas pour autant qu'on dit il faut plus que ce soit l'entraîneur de l'OM ou pas, mais reconnaître qu'il s'est manqué là-dessus, et donc du coup il y a certaines choses, pas besoin d'y revenir, on en a suffisamment parlé, qu'on s'attend à du coup ne pas voir contre Angers. Mais tu dis ça, Romain, mais je vais profiter d'avoir Anthony avec nous, l'entraîneur d'Istres en National 2. Comment tu expliques, toi, en tant qu'entraîneur, justement, que Roberto De Zerbi ait mis Holbjerg derrière? Ça, à la limite, c'est son choix d'avant-match. Quand il voit que ça marche pas, c'est difficile pour un entraîneur, toi qui œuvres sur le banc avec Istres tous les week-ends, c'est difficile de se dire, putain, j'ai mis Holbjerg derrière, ça marche pas, je vais le remettre au milieu, je réorganise mon équipe. Il faut aller jusqu'au bout de ses idées, de ses principes, sinon c'est, Romain nous disait lors du précédent talk, ouais, sinon tu te remets en question toi-même, quelque part tu montres que t'as pas été bon dans la préparation de ton match, etc. Donc c'est difficile de changer comme ça en cours de route. Moi je pense pas, parce que quand tu es entraîneur, si tu veux être un bon entraîneur, il y a une remise en question sans cesse par rapport à ce que tu fais. Et nous les premiers avant les joueurs. C'est-à-dire qu'avant d'incriminer nos joueurs par rapport à un match perdu, déjà, qu'est-ce que nous, en tant qu'entraîneurs, on a bien fait et mal fait? Que ça soit dans les choix, dans le système de jeu, dans les principes de jeu, dans la hauteur de bloc, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Voilà, ça c'est la première des choses. Je pense que De Zerbi
est un grand entraîneur, donc ça c'est déjà fait. Maintenant, il faut avoir la capacité à rapidement analyser s'il y a une problématique et si ça ne va pas, avoir une solution 2, voire une solution 3. Après, je ne pense pas qu'il est dans ce rapport de force à se dire ouais, bon, j'ai fait un choix, je le maintiens jusqu'au bout. Alors oui, il y a des entraîneurs qui sont têtus. Et il y en a certains qui vont aller au bout des choses, quoi qu'il arrive. Mais je ne pense pas. Je pense que s'il a fait ça, c'est qu'il avait déjà une problématique majeure au départ pour faire descendre ce joueur d'un cran. Et qu'il n'était pas rassuré par rapport au dernier match à Lyon, notamment sur le plan défensif. Donc, il a cherché des solutions, sachant qu'il y avait des joueurs aussi qui étaient suspendus. Oui, mais ce qui est étonnant, Anthony, c'est qu'on a tous vu que Kondogbia, en charnière centrale, avait fait une belle prestation. Et là, il l'a remis au milieu de terrain pour refaire descendre Holberg, alors qu'Holberg contre Lyon, c'est lui qui avait un peu tenu le milieu de terrain malgré tout, même si on a pris pas mal de vagues. Donc faire une inversion comme ça, c'est chercher des solutions un peu... ça, c'est clair. Bizarre, non ? Je pense que nous, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. C'est vrai aussi. Après, il faut voir ce qui s'est passé cette semaine, ce qu'il y a eu dans le groupe, pourquoi il a fait ça. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un gros point d'interrogation. Même moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire pourquoi il a fait ce changement par rapport à... Après, Kondogbia contre Lyon, il était dans l'axe. Donc là, ça voulait dire que tu mettais Kondogbia sur un petit peu le côté droit. C'est pas forcément l'aider, sachant qu'il est en plus gaucher. Je pense que ça a été pour ça qu'il a mis aussi Højbjerg à la place, tout simplement. C'est une possibilité. En tout cas, ce que tu dis, c'est une possibilité. Maintenant, je ne sais pas. De toute façon, il a fait ce choix-là. Bon, je pense qu'il a vu que ça n'a pas marché. Mais il dénature un peu les joueurs, même si on dit que les milieux défensifs peuvent jouer aussi en défense centrale. Mais quand même, l'apport de ce joueur au milieu de terrain, pour moi, c'est le poumon de l'équipe. Tu ne peux pas le lever comme ça. Il est trop important au milieu de terrain. Donc, faire reculer Kondogbia et garder Højbjerg au milieu, ça a du sens. Maintenant, le faire descendre derrière, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué et tu perds en qualité. Romain, tu disais, pourquoi tu parlais des joueurs quand on dit que c'est un accident, que ça peut arriver, que l'équipe est en construction. Le 11 de départ n'a pas forcément démérité sur les matchs d'avant, puisque bon, ça va, on ne va pas non plus se tirer à coups de batte de baseball dans la tête. On a quand même un nombre de points conséquent, on est 3e de ce championnat, on a un nouvel effectif. Donc toi, tu n'imagines pas que le coach remette la même équipe. On sait qu'il y a la rentrée de Balerdi, donc Højbjerg va retrouver naturellement sa place au milieu de terrain. Voilà, c'est ça aussi qui peut changer la donne. Puis tu as une opposition qui n'est pas la même, tu es dans un stade Vélodrome, je pense que c'est aussi une manière, je pense que derrière tu vas avoir un public qui pousse. Tu n'as pas même un public, tu n'as pas vu le stade Vélodrome sur les 2 derniers matchs. Les 2 derniers matchs, je pense quand même, je prends le parti de me dire que les gens vont plus retenir ce qui s'est passé à Lyon que ce qui s'est retenu à Strasbourg. Je ne vais pas te dire Strasbourg, c'est pas grave, c'est pas ça. Mais c'est qu'à choisir entre les deux, le sentiment dominant que tu vas avoir au moment de pénétrer dans le stade Vélodrome pour encourager ton équipe, c'est Lyon que tu vas avoir en tête. Donc du coup, tu vas avoir envie de les remercier, de faire exactement. C'est pour ça aussi qu'en termes de com, c'est pas idiot, de faire comme si Strasbourg, c'est un accident de parcours. Après, évidemment, il y a ce match de vendredi qui du coup est important parce qu'il y a une trêve derrière pour valider cette thèse-là d'accident de parcours. Slim, pour accréditer la thèse de l'accident à Strasbourg, parce qu'au-delà des choix tactiques, il y a eu aussi, pour ma part en tout cas, un sentiment pas de non-investissement, mais on a vu des Strasbourgeois impliqués à fond, mettre des coups, mettre de la densité physique. Nous, on a été un petit peu léger à ce niveau-là. Est-ce que pour racheter tout ça, et après la belle prestation de Lyon, où là, on a vu par contre des guerriers, est-ce que tu t'attends à un 4-5-0 contre Angers qui ne va pas être une opposition terrible pour justement dire, bon, ça va, allez, on s'en sort avec 3, 4 ou 5-1, tu vois, un score bien large pour dire, bon, allez, effectivement, c'est un accident. Ou est-ce qu'un 1-0 raccro, ça te rassurerait ? Non, après, ce qui va rassurer aussi, c'est dans le jeu. Plus que les buts marqués, ça va être dans le jeu d'avoir aussi une maîtrise globale. Après, contre Angers, je pense qu'on l'aura parce que Angers, ça reste une équipe faible quand même du championnat, même s'il faudra s'en méfier malgré tout. Mais moi, la thèse de l'accident, j'y crois pas forcément parce que des matchs comme contre Strasbourg, on en a fait aussi cette saison. Je trouve pas qu'on ait eu une grande maîtrise sur toutes nos rencontres. Il y a eu des matchs contre Nice, on s'en sort bien. On en parlait avant l'antenne, contre Lyon aussi, on s'en sort bien, même si on
était à 10. Donc il y a eu quand même pas mal d'alertes dans le jeu sur les matchs précédents. Donc Strasbourg, c'était pas un accident, ça s'est transformé en défaite, mais je pense que oui, après, pour répondre à ta question, contre Angers, on est capable de faire mieux, mais je vais attendre surtout beaucoup de maîtrise dans le jeu, plus que des buts, beaucoup de maîtrise dans le jeu et sur 90 minutes. C'est pareil pour toi? Tu t'attends pas, enfin, tu veux pas voir un match bien maîtrisé pour se dire, bon, pour se rassurer? Moi, j'étais hyper confiant depuis le début de la saison. Surtout, encore une fois, je le rappelle, dans l'état d'esprit. C'est même pas parce que tu as raison, Slim. Il y a des matchs où on a eu 100% d'efficacité, que ce soit derrière, que ce soit devant. Là, quelque part, leur portier aussi a fait des miracles et c'est ce qui a fait que, bon, mais cette fois, on n'a pas pu rencontrer la partie, on n'a pas pu gagner cette rencontre. Est-ce que de voir des mecs qui mouillent le maillot et qui gagnent ce match avec la manière, ça serait pas de dire, bon, allez, effectivement, Strasbourg, c'était un épiphénomène, on relance une dynamique, quoi. J'ai regardé, pour répondre à ta question, la semaine dernière, j'ai regardé, la semaine d'avant, du coup, j'ai regardé un gros résumé de Nice-Saint-Etienne, qui finit sur un score de 8-0. Et je trouvais que les Niçois avaient eu énormément de réussite dès le départ, c'est-à-dire c'est vraiment leur première occasion où ils marquent, donc du coup les autres tête dans le seau, et ils ont continué avec une réussite insolente. Enfin, Guessant a fait des trucs, c'est un joueur de talent, c'est un bon joueur, Guessant, très bon joueur, mais il a vraiment absolument tout réussi. Et quand j'ai regardé leur première mi-temps, ça m'a fait penser en fait à notre match de Reims, c'est-à-dire ils ont fait du jeu comme nous on a fait du jeu contre Reims. Ça s'est pas concrétisé avec Wai, mais je veux dire, on était au stade, on s'est régalé. Il n'y a que 2-0, ils reviennent, il n'y a que 1-0, ils reviennent, voilà, on connaît le truc. Ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que moi, contre Angers, je veux avant tout avoir ce sentiment-là. Peu importe que les buts soient au bout ou pas, il peut y avoir des poteaux, des machins, le goal qui sort le match de sa vie. Bon goal d'ailleurs, il y a Fofana, qui sort le match de sa vie ou quoi que ce soit, mais que nous, dans le jeu, on soit, tu vois, qu'on ait ces certitudes-là, qu'on attaque, qu'on ne se pose pas de questions. Et voilà. Et de faire comprendre à Michel amicalement que la préparation, je parle de Michel Liaga qui disait la baballe là ça va vite agacer le Vélodrome, je ne suis pas d'accord avec lui, mais j'aimerais bien que du coup ce match donne raison. Il y a une différence entre préparation des actions et handball. Voilà. Mais c'est vrai que ce que disait Michel, Anthony, c'est que quand l'Olympique de Marseille, on l'a vu au stade Vélodrome contre Reims où on perdait 2-1, on ne voit pas une équipe qui d'un coup se met à presser pour aller chercher un résultat. Gardent leur sang-froid, ils continuent de construire, mais du coup, ça donne ce sentiment de putain, vous êtes content de perdre rien ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout les principes de jeu de De Zerbi. Donc, on le verra pas, ça, au Vélodrome. C'est pas un entraîneur qui est sur des attaques placées, sur des blocs très hauts. Bien au contraire, c'est un adversaire qui attire l'adversaire sur une possession de balle assez basse et qui demande à ses joueurs offensifs de rester très haut. Pourquoi? Pour créer un espace entre la ligne défensive et la ligne des milieux de terrain. Et ça donne un couloir de jeu entre la défense et le milieu. Et du coup, c'est très difficile parce qu'il demande aux deux ailiers d'être très écartés. Et du coup, les défenseurs, ça met de la distance entre eux. On sait très bien que pour bien défendre, il faut de la densité et être compact entre les lignes. Voilà. Et donc, De Zerbi, c'est sa philosophie de jeu. Donc, lui, son but, c'est d'attirer pour mieux contrer. Alors ça tombe bien que tu me dis ça, parce qu'encore une fois, on va profiter du fait que tu sois entraîneur et donc de nous donner certaines explications. Comment ça se fait, si c'est sa philosophie d'attirer les équipes à lui, quelque part pour mieux les contrer, Bien sûr. Si je te lis entre les lignes, comment ça se fait que toutes les équipes qui nous ont pressés, que ce soit Strasbourg, que ce soit Toulouse la première demi-heure, que ce soit Reims à domicile, à chaque fois on est en difficulté, parce que si elles nous pressent justement, c'est qu'elles se livrent, et donc Roberto De Zerbi devrait se dire, et donc son équipe avec son système de jeu devrait se dire, bon ben c'est parfait, les mecs viennent nous chercher, et donc notre système est fait pour contrer quelque part ça, et non on est en difficulté, donc explique-nous un petit peu. Après ça c'est un gros risque à prendre, mais lui il a toujours fait, il le faisait déjà à Brighton, parce que j'ai bien analysé un petit peu sur tableau noir ce qu'il faisait, c'est très intéressant dans la recherche tactique. Ce qu'il fait, De Zerbi, franchement, on va chercher plus loin, c'est vraiment pas mal. Donc après, oui, être sur un bloc bas, si tu perds un ballon dans tes 18 mètres ou à 20 mètres de ton but, à un moment donné, tu es en danger direct. Donc c'est un risque qu'il aime prendre. Ça ne marche pas tout le temps. Et ça n'a pas marché sur les 2 derniers matchs. Après, je vais dire que Lyon aussi, le match il est faussé au bout de 4 minutes parce que tu as un joueur à moins. Donc, tu as une infériorité numérique. Mais
ça a très bien marché contre Brest. Contre Brest, son système, il a très très bien marché. Contre Nice aussi. Et il a fait très mal là-dessus parce que chaque fois que tu ressortais sur des transitions, en fait, ça allait très très vite devant. Ça allait très très vite et ça faisait mal. Et on a été chirurgical et on a mis au fond. Ce qui fait la différence aujourd'hui, comme tu as pu le dire. Et sur le match de Nice. Exactement. Ouais. C'est ce qui va te mettre en fait du bon côté de la balance. Si tu marques rapidement, derrière, ça donne de la confiance. Et derrière, tu as plus de facilité à dérouler. Et l'adversaire va sortir un peu plus haut, laisser plus d'espace dans son dos. Ça va laisser de l'espace pour l'OM sur des contre-attaques. Mais aujourd'hui, si tu es mené au score, par contre, c'est pas pareil. Et en plus, on l'a eu, on va revenir vite fait sur le match de Strasbourg, mais cette situation-là, en première période, on l'a avec Amin Harit qui est face au jeu. Et s'il la donne à Greenwood, parce qu'on n'en a pas beaucoup reparlé même dans la troisième mi-temps, s'il la donne à Mason Greenwood, ça fait une occasion de but. Après, on connaît l'efficacité en plus devant le but de Greenwood et sa qualité de finition. Et il a choisi Luis Enrique. Non, il a choisi Eli Wahi même. Eli Wahi, oui, qui était sur le même couloir, on va dire le couloir gauche. Mais oui, effectivement, et par rapport aux difficultés quand ces équipes-là nous pressent depuis le début de saison, c'est, je pense, parce qu'on n'a pas trouvé la bonne formule en défense, y compris avec les hommes, parce que Balerdi, normalement, doit être la clé, vu sa capacité de relance. Et normalement, tu dois avoir un circuit Rouli, Balerdi, Højbjerg, que tu n'as pas réussi à mettre en place, que Balerdi est un coup blessé, un coup suspendu, malheureusement. Et il y a autre chose aussi qui rentre en ligne de compte, c'est, je pense que par rapport à ce que tu dis sur un défenseur qui est habitué à se prendre un bouillon de pressing et qui panique pas, je pense que Brassier se fait pas trop à ça. Et on sait que c'est pas facile. Il y a des coachs qui prennent ça, Mauricio Sarri notamment et compagnie, en disant les mecs, vous paniquez pas, ça arrive. Et j'ai l'impression que Brassier, il s'y fait pas encore. Donc j'espère vraiment que c'est le fait d'être à côté de Balerdi qui va lui apporter ce. Après, il y a un temps d'adaptation dans un nouveau projet de jeu. Certains joueurs ont plus de mal que d'autres à y adhérer, donc peut-être faut laisser un petit peu de temps. Mais moi, je suis plus inquiet sur le plan défensif, honnêtement. Voilà, sur le plan défensif, parce que contre Strasbourg, si tu en prends 2 de plus, c'est pas volé. Parce que qu'est-ce qui joue mal offensivement, les Strasbourgeois, sur les contres à un moment donné? Surtout la première période. En première période. Ouais. Donc, ils peuvent plier le match. Et bon, on a la chance qu'ils ne le plient pas, mais bon, défensivement, honnêtement, je trouve que c'est pas la sécurité sociale, quoi, comme on dit. Mais tu dis ça, mais en même temps, le coach, il n'a pas eu les mêmes hommes pour faire sa défense. On n'a pas réussi à aligner la même défense. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je me demande, le club a voulu se séparer de Mbemba, qui était une valeur sûre quand même en défense centrale. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne nous manque pas ce garçon-là? Je ne sais pas. Ouais, alors... Il a sorti quand même des gros matchs avec l'OM, dans des matchs assez importants. Il a eu des trous aussi, mais il a sorti quand même des matchs... Moi, j'aimais bien, en tout cas. Oui, non, il y avait quelque chose avec Mbemba. Je sais pas... on a toujours cette explication d'un coach qui aurait dit à Mbemba, je compte pas sur toi. Voilà, bon, je pense que le concernant, ça, c'est vraiment aussi, il s'est plié un peu au brief que lui ont fait Benassia et Longoria de Mbemba. Il s'est dit, je compterais peut-être pas sur lui sur des qualités aussi, j'ai envie de dire psychologiques, en se disant, il va peut-être pas adhérer. Quand je vais lui dire de faire ça, il va me dire, écoute, moi je suis Mbemba, ça marche comme ça et je fais... Possible. C'est possible aussi. C'est vrai que quand on réfléchit sur Mbemba, parce que là, il a le bénéfice du doute, vu qu'on l'a pas vu là-dedans. Oui. Vu qu'on voit Brassier en difficulté, on est forcément en capacité de se dire, en fait, Mbemba, il serait forcément plus fort parce qu'on l'a pas vu. Mbemba aurait même pas joué à la place de Brassier. Je pense que Brassier aurait joué dans tous les cas. Non, il aurait été de l'autre côté. Mais en fait, quand on y regarde bien, moi, je trouve que Mbemba, il a vraiment été satisfaisant sur un système Tudor. Donc vraiment basé sur un peu le côté individuel et monté. Et ce qui lui a réussi aussi à Porto, ce qui n'était pas le cas à Newcastle, mais à Newcastle, il avait sombré totalement. Donc en fait, quand on y réfléchit, c'était vraiment, ça tombait bien. Il était vraiment... et la saison dernière, ce qui me fait surtout me poser cette question, Romain, c'est surtout, on essaie de trouver des solutions et de sortir des joueurs de leur zone de confort qui nous apportent et qui sont performants dans leur rôle pour les mettre à ce poste-là, en fait. Est-ce que ça aurait
pas été mieux d'avoir un joueur en plus à ce poste-là, plutôt que de faire descendre des Hotchberg, des Kondogbia, à un moment donné, c'est pas la vraie poste. Les mecs, à un moment donné, Ça, c'est on est d'accord. c'est des professionnels, donc ils jouent. Mais là où ils sont bons et là où ils sont performants, c'est au milieu de terrain. Avant de partir sur la partie 2, dernière question. Le coach a dit je voulais pas aligner que des pieds gauches dans la défense centrale. Michel a dit je comprends pas. Moi personnellement, je vois pas qu'il y a des défenses de Ligue 1 qui jouent avec 4 droitiers. Donc qu'est-ce que ça change d'avoir 3 gauchers dans une défense? C'est une vraie question, hein, c'est pas. Dans la ressortie de balle, après c'est les préférences des coachs. Mais moi je préfère dans l'axe, je préfère avoir un droitier et un gaucher. Parce qu'à un moment donné, sur une ressortie de balle, si t'es droitier et que tu joues à gauche, c'est plus compliqué, t'es sur ton mauvais pied. Après, normalement, un professionnel de Ligue 1, pas de problème. Hein. C'est ce que j'allais te dire. On parle de joueurs de Ligue 1. Ben, Donc, la différence, et Slim te l'a dit tout à l'heure, c'est que tu préfères, moi je suis coach, je préfère à la fin t'expliquer je veux pas 3 gauchers derrière, plutôt que de te dire peut-être la vérité, qui est de te dire je veux pas Kondogbia sur son pied, parce qu'après je vais te donner l'opportunité, toi derrière, dans 2 émissions, 2 fois 1 heure, de dire Kondogbia c'est limité, ça il n'y arrive pas. Du coup, je noie un peu le pas que Kondogbia. Je veux dire, il y avait Lirola sur le banc, il y avait Luis Garcia qui ont tous les deux fait des entrées remarquables à Lyon. Donc, là, dans cette configuration-là, où il y avait Kondogbia derrière, et c'est quand tu as démarré, tu aurais dit pourquoi on n'a pas mis Kondogbia. La première phrase a été de dire Kondogbia à Lyon, il était là. Je pense que pour noyer un peu le poisson du Kondogbia, c'est faiblard, mauvais pied, on aurait été en difficulté. Le coach préfère dire intelligemment je veux pas 3 gauchers, ou laisser filtrer, parce qu'il n'a pas dit directement je veux pas 3 gauchers derrière, histoire de pas juste jeter le pauvre oui, mais Max Kondogbia. m'a dit, on en a discuté, il m'a dit que Cornelius, il est à l'aise, pied droit, pied gauche. Tu aurais très bien pu mettre Kondogbia à gauche sur son bon pied, et Cornelius à droite, avec Murillo et Brassier. Possible. Donc, rapidement, mais Cornelius, c'est pas non plus notre défenseur le plus à l'aise, je trouve, à la relance. Je trouve qu'il fait des bonnes choses. Il gagne beaucoup de duels et il rassure sur ce domaine-là, mais dans la relance. À Toulouse, à la place de Balerdi, il m'a satisfait personnellement. Il est fort dans les duels. Ouais, mais de là à le mettre sur l'axe droit de la défense à 3, je sais pas si c'est vraiment le. Donc pour vous, si on n'a pas Balerdi, on est mort. C'est quand même. Il faut bricoler, quoi. De toute façon, oui, tu n'auras pas le choix de bricoler. Sans Balerdi, c'est ton titulaire. C'est statistique. Ça fait 6 mois qu'on fait des émissions d'après-match où on note, on met un défenseur à 7, 8. Enfin, Balerdi, depuis 6 mois, le niveau qu'il a, et si on est capable de se passer d'un mec qui a ces notes-là sur le Phocéen. Je ne dis pas qu'il est pas important au sein de l'effectif. Je dis qu'à Toulouse, on est allé avec Brassier Cornelius. Moi, j'ai trouvé que ça avait été correct. La vraie question, c'est le niveau de Balerdi, on le connaît. C'est un cadre. Aujourd'hui, c'est un cadre, il est très important dans l'effectif. Maintenant, le niveau de Brassier. Aujourd'hui, pour moi, c'est compliqué. Moi, je ne trouve pas que ce garçon il est au niveau qu'il était la saison dernière. Après, voilà, il faut comprendre, il y a un temps d'adaptation, nouveau club, nouveau public. C'est pas Brest, c'est l'Olympique de Marseille. Il y a une autre pression. Voilà, peut-être c'est un garçon à qui il va falloir laisser du temps, mais pour le moment, c'est défensivement, en tout cas, moi, je trouve que c'est un peu moyen. Les amis, on va passer à la deuxième partie de notre émission. Est-ce qu'on n'a pas une Ligue 1 qui est plus forte que prévu au final ?